toutes les autres questions, on va les faire après les 10-12 minutes. Alors, si vous êtes, vous voyez, je vous ai donné un grand livre. À gauche, il y a un passage qui commence par Udvarim. À gauche C'est pour ça que je ne vous ai pas donné le livre. Alors, mais mettez-vous à côté d'elle, comme ça c'est peut-être mieux. Alors, Udvarim, vous êtes? Vous voyez ou pas? Alors, Udvarim Malal. On avait parlé longuement que après la Gemara, après l'époque de la Gemara, beaucoup de maîtres se sont relevés et ils ont commencé à diriger leur communauté. Okay? On a expliqué longuement que ça a été la structure de la société juive depuis tout le temps. Alors, à l'époque de la Gemara, c'était à l'époque de la Mishnah, à l'époque même avant la Mishnah, tout le Israël était en Eretz Israël. Je vous donne un exemple tout simple. Le principe des 100 brachot qu'on a à faire, okay, c'est David Amelech qui l'a instauré. Le principe de Moukse, si je ne me trompe pas, c'est Shlomo Amelech. C'est le roi Salomon qui l'a instauré. Mais à l'époque, c'était assez facile, entre guillemets, d'instaurer des choses. Pourquoi c'était facile? Parce que tous les Bnei Israël, ils étaient sous la main. C'est comme on a plus de facilité à parler quand on a une synagogue que lorsque maintenant on doit transmettre le même message à 10 synagogues. C'est plus compliqué. Lorsque maintenant vous avez toute une entité où Shlomo Amelech à l'époque, il avait tous les rabbanim de l'époque qui étaient affiliés à l'État, donc affiliés à Shlomo Amelech. Il dit voilà, messieurs, on a décidé que pour le bien de la Torah et des mitzvot, on va instaurer le principe de Moukse. C'est quoi le principe de Moukse? C'est qu'on n'a pas le droit de toucher n'importe quoi pendant Shabbat. Et par conséquent, à partir du moment où il a fait, ça a pu être mis en œuvre. Pourquoi ça va être mis en œuvre? Parce que justement, c'est ça la force. Quand tout le monde est sous la main, il y a une facilité de la mise en œuvre. Ok. Ensuite, par contre, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, on était quasiment tous ensemble, tout le temps. Un peu avant la destruction du Beth Amikdash, Nabucodonosor, il avait pris une famille, il les avait amenés un peu en Babylone. Ensuite, à la fin de la destruction du premier Beth Amikdash, une grande partie aussi est partie en Babylone. Lorsque Ezra il est venu, il a refait la deuxième aliyah d'Ibn Israël, que tout le monde est retourné en Eretz Israël, il y a quand même une partie qui est restée en Babylone. Mais à l'époque, c'était encore pas le pire du monde. Pourquoi c'était pas le pire du monde? Parce que la totalité du peuple juif était divisée entre Eretz Israël et Babylone. Donc maximum on a un problème, on fait un pont d'information entre les deux, et comme ça, on pourra transmettre les informations. Alors maintenant, par contre, une fois que les Israël, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, là c'était plus laborieux. D'abord c'était l'Empire romain. Une des choses que l'Empire romain il a fait sur terre, ça a été de faciliter l'accès, les voies, etc. Donc automatiquement les gens pouvaient voyager plus. Et donc petit à petit, les Israël, ils sont un peu éparpillés. Alors en plus, après la destruction, donc plus le temps passait, moins les Israël étaient sous la main. Donc ça, c'est ce qui a fait clôturer l'époque du Talmud. L'époque du Talmud, elle a été clôturée par quoi? C'était un moment où les Israël, ils étaient plus sous la main. Donc on a fermé, on a clôturé, on a cadré toute cette époque du Talmud. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre où je veux en venir, à partir de ce moment-là, chaque maître, lorsqu'il arrivait dans sa ville, tout ce qu'il avait appris des maîtres du Talmud, il le retransmettait, il enseignait, il faisait une yeshiva, il faisait un endroit, il enseignait la Torah. L'autre maître, lui, il arrivait à Gibraltar, il a fait aussi une chose. L'autre qui est arrivé en France, comme après on avait au Moyen-Âge, Rachid, Tosefot, etc., ils enseignaient la Torah, du Talmud, etc., et ainsi de suite. La question essentielle, elle est-ce que Rashi, à combien c'était un grand tzaddik, à combien c'était un grand rave, à combien il était reconnu, est-ce qu'il avait la possibilité de forcer les autres beth din
d'aller selon son opinion. Règle numéro 1. À partir de l'époque où le Talmud a été clôturé, aucun Beddin, aucun Rav n'a plus de force ou a plus bon, après, chacun il va au sympa, mais il n'y a plus de hiérarchisation des rabbinim. C'est aucun Rav sur terre ne peut obliger un autre Rav de faire selon son avis. Aucun Beddin sur terre ne peut obliger un autre Beddin d'aller selon son opinion. En d'autres termes, même si en Eretz Israël, ils ont décidé telle et telle halakha, en France, on n'a pas envie d'aller selon la halakha de Eretz Israël, on n'est pas obligé. En Amérique, ils ont décidé une halakha, on n'est pas obligé d'y aller. Même si les rabbinim d'Eretz Israël, a priori, ils seraient peut-être plus importants que nous. Ça peut produire beaucoup de digressions, de divergences. D'abord, ça produit automatiquement beaucoup de digressions, beaucoup de divergences. Ça oui. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. C'est la logique. C'est la logique. Hein? C'est des courants après. Non, c'est pas qu'une question de courant. C'est pas qu'une question de courant. C'est étant donné que la Gemara elle-même, elle est assez dure d'accès. Donc lorsque maintenant un Rav qui a passé 40 ans de sa vie a décidé d'étudier et il a décidé que la halakha elle est blanc, un autre Rav, il ne peut pas l'obliger à le décider. Ok. Et ça, c'est la différence. Et c'est de là qu'est venue toute l'histoire des minagim. C'est quoi toute l'histoire des minagim? Parce que tel Rav, dans telle ville, il avait vu à travers la Kabbale, à travers une Gemara, à travers un problème qui émanait des gens de la communauté, etc. Donc il avait analysé qu'il fallait faire telle et telle barrière dans tel et tel domaine. Donc c'est de là qu'est venu un minagim. Au passage, c'est pour ça que je l'ai dit plusieurs fois que les minagim ne proviennent pas des parents à la base, les minagim proviennent des rabbanim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a vu que dans sa choule à lui, il a vu que dans sa communauté, il a vu que dans sa ville à lui, les gens, ils étaient tordus sur un tel point. Donc maintenant, on va colmater cette brèche-là. Et donc de là va venir d'autres minagim, d'autres... Ok? Ça, c'est après l'époque de la clôture du Talmud. Alors vous allez me dire, mais alors, dans la Torah, chacun fait ce qu'il veut, alors peut-être vous allez me dire. Alors maintenant, regardez. Udvarim malal, bedinim, Gzerot. Donc toutes ces choses-là, concernant les dinim, les lois, Gzerot, tous les décrets, Vetakanot, toutes les institutions, Ominagot, et toutes les coutumes qui ont été mises, qui ont été enseignées ou qui ont été innovées après la clôture de la Gemara, ils ont été faits. Ok? Chaque Rav n'a pas la possibilité d'influencer un autre Rav. Ok? Donc si un Rav, pour citer que le Rav Ovadia Yosef, si un autre Rav Sfarad comprend différemment le Shulchan Aruch de Rav Ovadia Yosef, bien évidemment il faut des preuves à l'appui, mais s'il a les preuves à l'appui, même si ça ne convient pas au Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, à combien c'est un géant, il ne peut pas influencer ou ne peut pas obliger un Rav à décider comme lui. Ça n'existe pas ça dans la Torah. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Bien évidemment, on ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait même pas lire à l'alphabet, et on parle qu'on a des preuves. Mais si maintenant il a des preuves, et que ces preuves sont fondées, et qu'en tout cas lui il les trouve fondées, et que c'est des vraies preuves, il n'est pas obligé du tout à suivre Rav Ovadia Yosef, ou un autre Rav, ou un autre Rav, ou un autre. Donc nous, en fait, on choisit le Rav qui nous correspond à... Et c'est pour ça, de toute manière, ça a toujours été comme ça, depuis l'histoire en tout cas, c'est sûr et certain depuis l'histoire après la clôture de la Gemara, sinon même depuis l'époque de la Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Asel et Harav. Fais-toi un Harav, c'est un applicable que vous avez étudié. Ok, c'est quoi Asel et Harav? Pourtant, alors, je ne sais pas que je vais aller à la choule, j'écoute et c'est terminé l'histoire. Non, Asel et Harav. Ok. Alors maintenant, donc, ça, c'est ce qui, à partir de la clôture de l'époque de la Gemara. On est d'accord? Aval, alors chacun il fait ce qu'il veut. Non. Aval, kol advarim, chez Bagmara Ababli. Toutes les choses qui sont écrites dans la Gemara de Babylone, alors ça, l'etman de Palik, c'est comme ça qu'on dit, il n'y a pas de discussion
sur la chose, Chayavim, Kol Israël, ils sont obligés, tous les Bnei Israël, la lechet baem, de suivre à la lettre ce qui est marqué dans la Gemara. Et si maintenant, il y a un Bedin, une ville, qui décide, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas faire Moukhtse, choses qui sont depuis l'époque de Shlomo HaMelech, depuis l'époque des rois, et donc la Gemara c'est bien après, mais pour ça ou pour autre chose, qui ne veut pas respecter une halakha claire, clairement écrite, explicite de la Gemara, cette ville-là, on peut très bien faire un grand panneau, cette ville-là, elle est excommuniée de la communauté juive, et n'ont pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire entrer les gens dans le minyan, tout le monde se rassemble, ou n'importe quoi, et on vient, on met la pression. Pourquoi ? Pour ne pas que Dieu préserve chez les juifs, il y ait 10 000 courants. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je crois en la Torah du ciel, non mais la Torah d'en bas, moi, non il n'y a pas. Okay? Donc cela veut dire que c'est seulement après la clôture de la Gemara, que puisqu'au final, comme on va voir tout de suite, il n'y a plus d'entité prédominante, donc à ce moment-là, les rabbanim, ils sont permis méchamment, mais ils étaient obligés de, quand à Gibraltar, t'as le rab, il a accès à Yeshiva, on lui pose une question d'halakha, avant de répondre à son élève, ou avant de répondre à sa communauté, il va aller demander à tous les rabbanim du monde, mais comment il ne peut pas ? Il est obligé de se prononcer. Donc, oui, mais il ne peut pas se prononcer contre ce qui est marqué dans la Gemara. Ok ? Alors c'est que sur les minagim, tout ça que les gens peuvent Exactement. Très souvent, des gens qui ne connaissent pas beaucoup la Torah, ils disent, mais alors je ne comprends pas, quand vous dites Lubavitch, quand vous dites... Donc au final aussi, chez les Juifs, il y a des courants... Ah non. Moi, une fois, il y en a un, je dis, ah non, mais nous, ça n'a rien à voir avec ça. Nous, on prie tous dans les mêmes synagogues que tout le monde. Si un Lubavitch va aller dans une synagogue Ashkenaz, l'Ashkenaz va aller dans une synagogue Sfarad, le Thémani va aller... Tout c'est la même chose, tout il y a la Kedusha, tout c'est la truc, tout c'est la même. Après, c'est une vision. Les chassidim vont se mettre peut-être en avant sur certaines mitzvot, mais ils ne vont pas occulter les autres mitzvot, qu'ils vont mettre en avant. Un exemple, la mitzvah de la simcha, ce n'est pas une mitzvah qui empêche les autres mitzvot, comme j'expliquais, c'est un épice en plus. Mais sur le repas, c'est tous le même. Ok ? Et une autre Gemara que celle de Babylone ? Il y a la Gemara de Jérusalem, le Talmud de Jérusalem, et le Talmud de Babylone. Nous, on va adapter le Talmud de Babylone. Pourquoi ? Parce que le Talmud de Babylone, il a été clôturé à peu près 100 ans après le Talmud de Jérusalem. Okay, et nous, on considère toujours que le Rav qui vient après, il a sûrement un peu plus raison que le Rav qui y avait avant. Pourquoi il a un peu plus raison ? Parce que le Rav qui est après, il s'est inspiré de l'autre. Donc, lorsque maintenant il a fait une mise à jour, on considère que la mise à jour qui vient après, elle est mieux que la mise à jour qui était avant. Non pas parce que le rap d'avant, il n'était pas bien, parce que étant donné qu'il y a eu plus d'informations qui ont été données, il y a eu plus de nouvelles choses qui ont été créées dans le monde, etc. Ça va avec le temps plutôt. Voilà, ça va avec le temps, ça va avec plein de choses. On va pas tout dire maintenant sur ça, mais en tout cas, voilà. Donc comme la Gemara de Babylone, elle s'est clôturée 100 ans après la Gemara de Jérusalem. Donc on considère que dans la Gemara de Babylone, ils se sont imprégnés de la Gemara de Jérusalem. Et lorsqu'ils ont décidé, en prenant compte de tout ce qui avait été dit auparavant. Ok ? C'est pour ça que certains, lorsqu'ils ont écrit le Shulchan Aruch, ils ont donné leur avis après le Shulchan Aruch du Mechaber, du Rabbi Yosef Karo. Il y en a qui ont décidé différemment que le Shulchan Aruch, par exemple, de Rabbi Yosef Karo, en disant, oui, mais le Rabbi Yosef Karo, il avait certains livres, il y avait d'autres livres qui n'avaient pas accès, etc., etc. Et donc à ce moment-là, cela veut dire qu'il n'avait pas pu prendre tout en compte. Comme il n'a pas pu prendre tout en compte, bon, ça reste une parenthèse. Alors maintenant, Vekofin, quoi ? Quand une décision se prend en Israël, j'ai l'impression que ça concerne tout le monde. Non, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, étant donné qu'on a quasiment tous ou bien les mêmes centres d'intérêt, ou on a les mêmes manières de